Et on est ensemble jusqu'à midi. Voilà, Valérie Expert, que vous retrouverez bien évidemment demain matin et jusqu'à midi avec nos débatteurs autour de cette table pour refaire le fil de l'actualité. Une actualité, évidemment, vous en doutez, chargée par la déclaration et du chef de l'État ce soir à 20h. On peut d'ores et déjà annoncer qu'il y aura quelques millions de Français qui vont écouter les décisions prises aujourd'hui dans le plus grand secret de l'Élysée sur cette possible reconfinement, ce possible reconfinement, qu'il soit partiel ou total. On va en parler. Alors, nos débatteurs du jour qui sont avec nous, Georges Kuzmanovic, bonjour, président de la République souveraine. Dominique de Montvalon, bonjour Dominique, journaliste. Et puis Jean-Louis Thériault, ici en studio, député LR de Seine-et-Marne, bonjour. Bonjour. Et puis avec nous également Régis de Castelnau, avocat. Bonjour Régis. Bonjour. Alors on va débattre avec vous dans un instant de ce possible reconfinement. Est-ce que c'est un aveu d'échec, une catastrophe aussi pour l'économie? Alors il semblerait que l'on se laisse les écoles ouvertes, et le reste plus ou moins fermé. Faut-il justement les laisser ouvertes, ces écoles? On va en parler tous ensemble. Et si on a un petit peu de temps d'ici midi, on va parler aussi des caricatures de Mahomet, avec la déclaration du président du CFCM qui appelle à encadrer la diffusion de ces caricatures en classe. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et bien là, on vous attend également, vous le savez, au 0826 300 300. Alors on va changer un tout petit peu de sujet chacun là sur l'actualité du jour, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Georges, vous vouliez faire un coup de gueule contre la vente d'une petite pépite française, l'entreprise Photonis. On rappelle ce que c'est. Et oui, encore une industrie française stratégique, même si elle est petite, qui est bradée, Photonis. Alors Photonis, c'est une entreprise qui est leader mondial dans la vision nocturne et la reconnaissance nocturne. Comme la TECOR pouvait l'être, qui a aussi été bradée à un autre acheteur américain, était leader mondial du LiFi, qui est supérieur au Wi-Fi pour la transmission des données Internet. Bon, le fait est que pendant le confinement, tout au début du confinement, on avait un retour du mot souveraineté qui tout à coup n'était plus sale, a été prononcé, utilisé par le gouvernement, et spécifiquement M. Bruno Le Maire en avril 2020 dit non, nous ne vendrons pas Photonis, nous le garderons, cette entreprise, c'est très important. Voilà. 8 mois sont passés, l'entreprise est vendue toujours à cette entreprise américaine Teledyne. Et en plus avec un rabais de 15%. Oui. C'est-à-dire que donc c'est vraiment une immense foutage de gueule. Et Bruno Le Maire s'illustre à nouveau dans l'impuissance la plus complète. C'est-à-dire que on a un ministre de l'économie qui régulièrement bombe le torse. Ouais. Ça a commencé à l'époque de l'Iran. Il avait dit non, nous n'accepterons pas que les États-Unis nous dictent ce que font nos entreprises en Iran. Nous resterons. Bon, 6 mois après, il demandait à toutes les entreprises françaises de quitter l'Iran, et ainsi de suite. Et à chaque fois, et systématiquement, et tendanciellement, il demande, il requiert, il supplie. La dernière fois, il a supplié au MEDEF, les entrepreneurs, d'embaucher des salariés français dans le bâtiment et non pas des travailleurs détachés. On se demande à quoi il sert. Est-ce que c'est là aussi un aveu d'impuissance finalement de l'État vis-à-vis du monde économique? Non, je crois que cette histoire Photonis, c'est très bien que vous en parliez, parce que j'étais co-rapporteur d'une mission de la commission défense sur l'industrie de défense, et là, je viens d'être nommé à la tête d'une mission sur le financement de l'industrie de défense et de souveraineté. On est au cœur du problème français. Photonis était en vente. Le service au cabinet de Bruno Le Maire, au ministère de l'économie, qui est en charge des investissements étrangers en France, a surveillé le dossier. Aujourd'hui, on avait une boîte à vendre, elle était sur le marché, et la France, n'ayant pas de fonds souverains capables de racheter ce type d'entreprises qui doivent rester dans le périmètre français, n'a pas été capable de mobiliser des fonds pour l'acheter. La faute, elle est moins aujourd'hui dans le fait d'un ministre qui ne fait rien que dans un ministre qui n'a pas les outils de souveraineté qui lui permettraient de racheter une entreprise comme celle-là avec un fonds souverain. Et je pense que c'est l'urgence absolue, et votre coup de gueule, je le partage totalement. Parce qu'il y a Photonis, il y a CNIM, il y en a d'autres qui aujourd'hui sont en train, Aubert Duval, où il y a un risque avec Eramet qui veut le vendre. Si on n'a pas demain un fonds souverain doté de quelques milliards d'euros capable de racheter ces pépites, la BPI n'a pas les moyens de le faire. On a créé un tout petit truc qui est surprenant, qui s'appelle Definvest, qui est doté de 100 millions d'euros. C'est des milliards qu'il faut, c'est prioritaire, c'est la souveraineté française, c'est la défense française et c'est l'emploi français. Oui, mais permettez-moi de vous dire qu'il manque une loi qui existe chez nos
partenaires allemands qui existent en Chine, en Russie, aux États-Unis. Ce sont des lois interdisant la vente d'entreprises stratégiques. Et l'État déclare, elle n'est pas à vendre. Et puis, ce n'est pas que Photonis. Il y a eu la TECOR, avant il y a Alcatel, avant il y a Alstom. Maintenant, il y a Microsoft où on brade toute une série de nos données, dont celle de santé, on en avait parlé ici il y a quelques temps. Oui, mais ce gouvernement, non, on a l'argent. Mais vous venez de voter à l'Assemblée nationale, pas vous, mais les députés dans leur ensemble, une augmentation de 25% de la contribution nette du budget de la France à l'année prochaine à l'Union européenne. Alors qu'on est déjà excédentaire de 6-7 milliards, contributeurs nets, donc on va rajouter 2 milliards dessus, on va les trouver ces 2 milliards. On n'a pas créé la structure qui permet de le faire, et ce qui est le grief. Oui, mais on trouve l'argent pour faire des transferts de souveraineté à l'Union européenne. Alors des sous. C'est un choix politique donc. Régis. Depuis le 19e siècle, on a créé quelque chose qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Il faut arrêter un petit peu. Il y a un déficit de volonté politique, et puis peut-être plus grave, mais on en reparlera au début de l'année prochaine. Je veux dire, c'est aussi une orientation. Ces bradages d'entreprises nationales, c'est pas perdu pour tout le monde. Je suis désolé, je me réfère au rapport de la commission présidée par Olivier Marleix sur l'affaire Alstom. Je veux dire, il y a eu des choses extrêmement troublantes. Il y a des précédents en tous les cas. Régis. Et la Caisse des dépôts sert à quoi, enfin, voyons. Alors, Régis... Non, mais c'est exactement ce que je disais, un fonds souverain présidé Caisse des dépôts BPI. C'est ça ce dont on a besoin. On est parfaitement d'accord. Régis de Castelnau. Régis, votre coup de gueule aujourd'hui, on va commencer avec ça, puis on fera la pause et on se retrouve après. C'est le retour du Matador de Manuel Valls. Ça vous plaît pas? Mais non, mais si vous voulez, je me battais les flancs pour trouver un coup de cœur, parce que j'en ai marre de n'avoir que des coups de gueule, et je me suis dit, bon, j'ai pas trouvé grand-chose, et puis finalement, la facilité, je me suis dit, le retour de Manuel Valls, c'est extraordinaire, que je vais combiner avec le fait qu'on voit François Hollande sur tous les plateaux. Donc voilà, pour commencer par Valls, quelqu'un qui nous avait dit, je suis parti pour toujours, je suis indéfectiblement lié, alors avant c'était à l'État d'Israël, après ça a été à la Catalogne, etc. Et puis hop, il lâche tout et il revient et il nous explique comment faire ce qu'il n'a pas fait pendant les 3 ans où il était au pouvoir. Non, mais je veux dire, à ce niveau d'impudence, c'est extraordinaire. Quant à François Hollande, c'est un peu pareil. Il vient, il donne des leçons. Il n'a même pas été capable de se présenter. Alors, on sait aujourd'hui pourquoi il ne s'est pas représenté. C'est qu'il était le seul à être battu par Marine Le Pen au 2e tour. Les sondages le disaient, on a tu cette information, j'ai appris relativement récemment. Je pense que, je veux dire, moi, on les verrait, ils devraient raser les murs, quoi. Voilà, ça m'a mis un petit peu en colère, mais bon. Il va être encore sur les plateaux encore quelques temps, Dominique. J'ai volontiers un mot à Régis de Castelnau. François Hollande, ok, la messe est dite. Enfin, je le pense. Sur Manuel Valls, qu'on ne sache pas où il est, en Espagne, ici, là, ailleurs, etc., c'est effectivement un constat difficilement contestable. Mais cette observation ne nous interdit pas de s'intéresser à ce pourquoi il se battait à sa façon, parfois maladroitement, mais en tout cas passionnément. Et sur l'islamisme radical, s'il n'a pas pu contribuer à la place qui était la sienne à mettre en œuvre ce à quoi il croyait, c'est tout simplement qu'il était complètement minoritaire dans l'Empire Hollande. C'est la vérité. Et complètement minoritaire au sein d'une gauche qui, aujourd'hui encore, se pose des questions, mais on y reviendra sans doute. Alors, on va marquer une courte pause. On va continuer de parler de Manuel Valls et son retour, pas étrange, mais en tous les cas volontaire en politique avec l'actualité aujourd'hui, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule pour les débatteurs du jour. Et on va continuer aussi de débattre avec vous 0826 300 300 sur cette possibilité de reconfinement qui sera annoncée ce soir. Donc pas, j'allais dire Manuel Valls. Vous voyez non, j'en suis pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais je pense qu'il en rêve aussi de pouvoir faire ce genre d'annonce. Oui, mais enfin bon. Par Emmanuel Macron, le chef de l'État, au sujet de la crise sanitaire qui nous touche de plein fouet. On revient dans un instant, juste après ça et après les infos. Et prochaines infos tout à l'heure à midi, mais d'ici là, on est avec vous au 0826 300 300. Parlons vrai avec nos débatteurs. Débatteurs du jour, Régis de Castelnau, avocat, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Dominique de Bonvallon, journaliste politique, et Jean-Louis Thierriot, député LR de Seine-et-Marne. On en était à nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors, il n'y a pas beaucoup de coups de cœur, visiblement, ce matin. On a un petit peu de mal, Régis. Pourtant, vous avez gratté. Donc, vous étiez sur le retour en force
présence, si je puis dire, de Manuel Valls dans la vie politique française, et ça faisait réagir les débatteurs du jour. Oui, alors Dominique de Montvalon a salué le fait que Manuel Valls a depuis longtemps critiqué les compromissions avec les islamistes et que ça ne se faisait pas beaucoup à gauche. C'est vrai, on le voit en ce moment. C'est un état de fait, ça, vous êtes d'accord? C'est un état de fait, je suis d'accord. Mais il fait partie de ces hypocrites grand large qui, je le rappelle, en 2016, assumaient la relation stratégique de la France avec l'Arabie Saoudite, un des fournisseurs idéologiques et financiers du terrorisme. Et nous faisons partie à la République souveraine de nos armes françaises. Oui, mais voilà. Oui, mais on peut pas. D'une situation. Oui, mais on peut pas. C'est difficile de jouer sur les deux tableaux. Ça a un petit côté hypocrite. Et j'aimerais bien savoir. Beaucoup de Français aimeraient qu'il y ait une enquête parlementaire sur la vente des armes en Syrie. À qui? Combien? Avec quelle vérification? Et je crois que si les choses étaient, vu les armes qu'on a vues sur les photos où elles étaient tombées, c'était dans de très mauvaises mains, je pense que M. Valls devrait se taire à vie, car il était Premier ministre à l'époque. Ça, c'est radical. Je suis assez d'accord. J'ajoute que effectivement, je parlais aussi de Hollande. Il a fallu que ce soit Obama qui retienne son bras pour une intervention militaire directe en Syrie de la France, des bombardements, etc. Et que M. Fabius, toujours président du Conseil constitutionnel, disait que les djihadistes islamistes d'Al-Nosra faisaient du bon boulot. Franchement, il faut qu'ils se taisent. Cela, je veux dire, la coupe est pleine. Qui vous entende? Alors, le coup de gueule de Jean-Louis. Oui, alors ce sont sur les squatteurs de Théoul qui viennent seulement d'être condamnés seulement à une peine de prison avec sursis. Alors, c'est pas par rapport à cette condamnation mon coup de gueule, mais c'est l'impuissance de la justice française à faire respecter le droit de propriété et donc la fluidité en matière de logement. Est-ce qu'on se rend compte que ces gens sont rentrés de manière totalement irrégulière dans une habitation? On jouait les Caliméro publiquement. Ils nous ont fait du Leonarda, moins le ridicule de François Hollande. Et pour finir, on a mis tout ce temps à les expulser. J'ai sur mon territoire, et c'est la même affaire, une bourse d'affrètement dans une ville qui s'appelle Saint-Mamet. Extinction Rébellion a décidé de l'occuper pour faire du militantisme. C'est VNF, les canaux navigaux de France, qui en sont propriétaires, qui saisissent la justice pour les faire expulser en procédure de référé de Raeur. Le magistrat de Melun dit non, il n'y a pas d'urgence, on n'est pas dans le Raeur, vous passez dans le référé. Normal. À la suite de ça, quand on va arriver à l'audience en novembre, vous allez avoir les squatteurs qui sont un mouvement politique d'Extinction Rébellion, on n'est même pas dans la misère, qui vont demander un renvoi pour obtenir un avocat à l'aide juridictionnelle. Bref, on en a pour 6 mois. Donc mon coup de gueule, c'est qu'il faut dans ce pays que, en matière de squat, on ait la loi qui soit respectée, que très vite un propriétaire puisse recouvrer son bien, ne serait-ce que pour le remettre sur le marché locatif, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de logements vides, c'est la difficulté à récupérer les logements. Ça permettrait qu'on se rende compte que le droit s'applique à tous, y compris aux honnêtes gens dont on s'empare des biens. Et c'est un texte qui a été modifié récemment. Oui, on a élargi de la propriété, de la résidence principale à la résidence secondaire. Mais quand vous êtes là depuis plus de 48 heures dans les lieux, de toute façon, vous êtes dans le régime de droit commun. Il faut changer la loi, monsieur le député. Il faut changer la loi. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas dans la majorité. Non. Moi, je suis très content de la décision de Théoul, parce que c'est ce que, sur ce plateau, j'avais dit. Le problème est simple, bon sang de bonsoir. Vous avez des gens qui squattent. C'est donc qu'ils sont rentrés par une violation de domicile qui est une infraction pénale. Il suffit d'envoyer les forces de l'ordre, les arrêter, les mettre en garde à vue, les gens récupèrent leur logement. C'est ce qui s'est passé dans Théoul. C'est ce qui s'est passé il y a déjà un moment, que les malheureux propriétaires ont récupéré leur logement dans un état épouvantable. Appliquons la loi. Et ce que vous venez de décrire concernant le squat d'Extinction Rébellion, ce sont les magistrats. Ceux qui refusent, comme Madame Houlette, de rendre des comptes, qui prennent ces décisions et qui ne les prennent pas au nom du peuple français théorique, mais au nom de leur idéologie, de leur propre conviction. Et ça, c'est insupportable. Je suis désolé, l'histoire des 48 heures, il suffit de constater une infraction pénale.
C'est aussi simple que ça. Régis, on va passer au coup de gueule de Dominique de Montvalon. Dominique, alors c'est tout à fait différent. Ah ouais, c'est différent. Je dis en passant que j'ai cherché moi aussi un coup de cœur, mais c'est dur en ce moment. Dans le contexte actuel, même au prix de gros efforts, j'ai peiné à déboucher sur quelque chose de positif. Non, c'est quelque chose de sérieux. Alors, je cite les derniers propos de la députée insoumise, mélenchoniste, Clémentine Autain. Je prends ça sur mon portable pour être sûr de... La France ressemble chaque jour un peu plus à une société préfasciste. Fin de citation. Écoutez, moi, Clémentine Autain est une personne de qualité à qui il est arrivé de mener des combats que j'entendais, et parfois même sur les marges que je pouvais partager. Mais je suis quand même abasourdi. Elle a déjà, il y a quelques jours, tenu des propos, fait une analyse avec une formulation telle qu'une partie de la presse arabe pro-Erdogan, avec sa photo et ses citations, en a fait un instrument. Je ne dis pas qu'elle en est responsable, objectivement non. Mais enfin, c'est un fait. Un instrument contre la France et contre la politique française sur le problème absolument central de l'islamisme radical et de ses conséquences en France. Et voici maintenant qu'elle nous explique qu'on est carrément dans une société préfasciste. Alors, j'arrête, je ne vais pas m'emballer par rapport à ça. J'y vois deux choses. Premièrement, une personne de qualité, je continue à la considérer comme telle, est capable de plus savoir ce que valent les mots. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Et la deuxième chose, c'est que j'y vois là la confirmation du malaise profond qui traverse actuellement la France insoumise, où finalement ça tiraille de tous les côtés. Et j'ai l'impression que certains ne trouvent de solution que dans des surenchères déplorables. Déplorables de mon point de vue, en tout cas. Déplorables ou parfois on peut dire aussi dangereuse quand même de jouer avec ces mots-là. Oui, c'est ce que j'ai exprimé. Non, j'y voulais le principe. Je suis probablement pris en défaut assez souvent, mais face à ceux qui font dans la surenchère, je m'efforce, ce n'est pas mon tempérament, je m'efforce de formuler mes critiques, chacun peut apprécier comme il l'entend, de façon modérée. Parce que sinon, on est pris dans un emballement où à surenchère et demie, à polémique et demie, dans le contexte actuel, il n'y a que ça partout. Mais je trouve ça très préoccupant qu'une députée de la République, je répète, de qualité, s'abandonne à des propos comme ceux-là. J'attends sa mise au point. Je l'espère encore, vous voyez, je suis naïf. Eh bien, c'est message passé. On verra si effectivement elle entend que ça provoque un coup de gueule chez vous, Dominique de Montvalon. C'est pas par rapport à moi que non, mais il y en a plus d'un. Je vous entends, mais pas par rapport à moi, c'est dérisoire. Mais je pense que ces propos ont surpris et heurté beaucoup de monde. Allez, on va débattre maintenant de cette possibilité d'un reconfinement. Vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, ce soir, le président de la République réunit une nouvelle fois ses principaux ministres et annoncera à 20h les décisions qu'il aura prises, restrictions supplémentaires, nous dit-on, dans la lutte contre le coronavirus. Alors, les derniers arbitrages seront rendus tout à l'heure lors d'un conseil de défense à l'Élysée. Jean Castex, lui, sera devant l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'on cherche à avoir un consensus national là-dessus, et se tiendra un débat avec un vote non contraignant, mais il y aura au moins un débat. Et puis l'option d'un confinement national de 4 semaines est donc fortement envisagée. Alors, confinement de 4 semaines, il y a plusieurs options qui sont, semble-t-il, sur la table. Alors, soit généralisé, total, plus souple, partiel. Donc, toutes les options sont sur la table. Mais la première question, et je voulais avoir votre avis, les débatteurs, est-ce que de devoir reconfiner une partie du pays ou totalement, 8 mois après l'avoir confiné, 15 jours après le couvre-feu, est-ce que c'est un aveu d'échec de la part de, on va dire, la politique qui a été lancée sanitaire du gouvernement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui veut se lancer? Écoutez, je veux bien. D'abord, la situation est grave. Et je crois qu'on en est tous conscients. Je pense que sur ce sujet, on doit discuter sans polémique, sans complotisme, constater qu'il y a une tragédie. On a 500 morts par jour, oui. Donc soyons très raisonnables et très modérés 35 000 contaminés pour reprendre en une journée, les mots de Monsieur de Montvalon. Après, une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas si c'est un échec, en tout cas, c'est pas une réussite. Et moi, surtout, le grief que je fais, c'est pas aujourd'hui, la situation est telle que je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est qu'est-ce qu'on a fait
depuis 6 mois pour se préparer à cette situation. On a aujourd'hui le même nombre de lits de réanimation qu'on avait après le confinement. On a le juridisme absconce des services de l'ARS, en particulier du ministère de la Santé, qui pour se protéger totalement avec ceinture et bretelles, n'ont pas autorisé les tests antigéniques que les Allemands ont autorisés dès le mois de juillet, qui permet détecter, tracer, isoler. Ouais. On n'a pas ouvert les hôtels pour confiner les personnes qui seraient identifiées positives ou en attendant d'avoir les résultats des tests. On a fait une politique de tests non différenciée, donc n'importe qui pouvait aller se faire tester. Le résultat, c'est qu'on avait les résultats 8 jours ou 10 jours après. Donc des personnes ont déjà pu contaminer très largement. Donc je pense que le cœur du problème, il n'est pas la décision qui est prise aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle sera, mais de toute façon, on n'a plus vraiment le choix. C'est qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois, et si on compare avec nos voisins allemands, ça augmente aussi, bien sûr, mais il y a quand même un rapport, eux ont 10 000 morts, on sont à 11 000 morts, nous, on est à 30 000, et ils ont encore 15 000 lits de réanimation disponibles, nous, on se rapproche dangereusement de la saturation. Donc je crois que le vrai problème, c'est qu'on gère une situation de guerre avec la logique d'une administration de paix. Allez, on continue d'en débattre avec vous. 0826 300 300. Ce reconfinement, est-ce un aveu d'échec, même une tête? On parlera sur le plan économique également. Et puis la question des écoles également, puisque c'est une des options qui est sur la table. Des écoles primaires, des collèges et des lycées qui pourraient rester ouverts pour permettre à l'économie. En fait, c'est l'économie contre la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend. 0826 300 300, on marque une courte pause et à tout de suite sur Sud Radio. Il est 11h14. Allez, on continue d'en parler avec vous au 0826 300, ce possible reconfinement qui serait annoncé ce soir par le président de la République, allocution à 20h, avec de nouvelles décisions de restrictions supplémentaires pour tenter d'endiguer ce virus, ce Covid-19 qui semble-t-il, disent tous les médecins aujourd'hui, il y a plus là-dessus, il n'y a plus débat, qui est semble-t-il hors de contrôle, avec des situations dans les services de réanimation très tendus et qui sont dans les perspectives, si j'en ai bien entendu les responsables sanitaires, des perspectives qui ne sont pas bonnes du tout. Alors on parlait de ce qui n'avait pas été fait avec vous, Jean-Louis, mais est-ce qu'on pouvait faire mieux pour éviter ça? Déjà, on aurait pu ne pas j'allais dire mentir, ne pas dire des choses fausses. Comme quoi, par exemple? Vous l'avez dit, le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit le 14 juillet qu'on sera prêt s'il y a une deuxième vague. Tout sera prêt, On n'a pas été prêt. Non seulement on n'a pas été prêt, mais le déconfinement a été fait un peu de travers. Et puis, c'est surtout les injonctions contradictoires qui sont incompréhensibles pour les Français. Puisque là, il y a quand même 3 semaines. Il fait 15 jours de couvre-feu, là. On est pour certaines zones, une semaine pour d'autres, certes, 54 départements supplémentaires aujourd'hui. Au moment du premier confinement, juste avant, alors que notre ministre de la Santé, Madame Buzyn, disait que le gouvernement était au courant depuis janvier de ce qui se préparait. On avait un président de la République qui disait allez au théâtre, sortez au cinéma, dépensez. Et là, qu'est-ce qu'on nous a dit? Partez en vacances. De certains médecins, moi je prends l'interview de Didier Raoult qui était hier chez nos confrères de LCI et qui dit que même lui, aujourd'hui, force est de reconnaître que la situation l'étonne, cette flambée de cas de Covid. Donc du coup, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Mais je ne pense pas que ce gouvernement spécifiquement, et dans l'état où est la France et son état, était capable de réagir mieux que ça. La raison en est que l'état stratège, l'état ayant des moyens d'agir, l'État gaulliste, par exemple, n'existe plus en France. Et vous avez tout un tas de décisions antérieures qui ont été prises par des gouvernements de gauche et de droite qui ont sabordé l'hôpital public. Je pense à Hollande, on a parlé de lui tout à l'heure, avec Manuel Valls. Une autre raison pour laquelle il devrait se taire définitivement, conseillé à l'époque par un certain monsieur Emmanuel Macron, ont fermé les EPRUS, c'est-à-dire les établissements de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Là, je crois que tout le monde peut balayer devant sa porte. C'est même Roselyne Bachelot qui l'avait dit à un moment donné, sur la situation des hôpitaux français. Bien sûr, mais par exemple, ça, c'est un coup de génie quand on y repense. Encore une fois, ce sont des gens qui ferment ce genre d'établissement, ferment des lits d'hôpitaux parce qu'ils ont des contraintes budgétaires imposées par les directives de l'Union européenne. Et c'est ça qui doit être mis en cause. Et quand on sortira de cette crise, on doit reconstruire un appareil d'État
et en particulier sur la santé, qui s'occupe d'abord des Français et des malades, et pas de rembourser une dette qui ne sera jamais. Dominique de Montvalon, juste, je voudrais avoir sur l'aspect, parce que cette question de pouvait-on faire mieux, donc visiblement on paye aussi un déconfinement qui semble-t-il ne marche pas, un reconfinement partiel qui ne marche pas, qui était piloté par Jean Castex. Est-ce que c'est un échec du Premier ministre, Dominique ? Écoutez, il y a eu évidemment des erreurs d'appréciation, des choix discutables depuis qu'a surgi ce virus, c'est une évidence. Je renvoie simplement tous les citoyens dont je suis au grand rendez-vous national de 2022. C'est là que les Français porteront un jugement global sur ce qui a été fait, pas fait, mal fait. Pourquoi je dis ça ? C'est pas de mon point de vue, c'est pas pour botter en touche, mais parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est dramatique. Alors évidemment, si on considère que c'est les erreurs ou les approximations du gouvernement qui en sont la cause centrale, la messe est dite, mais je partage pas, je ne participerai pas à cet office-là. Mais la situation d'aujourd'hui, elle est dramatique. Je serais tenté de suggérer un néologisme. Il faudrait démacroniser le débat actuellement. C'est-à-dire que depuis le début, depuis qu'il a été élu en 2017, c'est la loi de la démocratie, il y a beaucoup de monde, beaucoup de Français, d'ailleurs objectivement majoritaires, quelles que soient les périodes qu'on évoque, qui sont décontenancés par cette élection-là et que le président insupporte gravement parfois, selon les moments, etc. Donc on voit ce flux constant. Mais je dis démacroniser la chose parce que je trouve j'ai parfois le sentiment, on va voir ce qui se passe dans les heures et dans les jours qui viennent, j'ai parfois le sentiment qu'à force d'avoir une vision, et je répète qu'il y aura un grand rendez-vous, si la majorité des Français veulent quelqu'un d'autre que Macron, ils choisiront quelqu'un d'autre que Macron en 2022, point barre. Mais je trouve qu'il y a une façon trop politicienne de parler des choses. Moi je suis je dis pas que je suis le seul, je suis angoissé. Angoissé pour l'économie française. Je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre les deux facteurs, les égalités. Ouais. Angoissé pour l'économie française, angoissé pour tous ceux, et sans exception ici et parmi ceux qui nous écoutent, nous en connaissons tous, ceux qui sont morts du Covid, ceux qui sont malades du Covid, ceux qui sont en train de se rendre compte que les séquelles du Covid sont plus importantes que ce qu'on leur avait dit jusqu'ici. Donc vous craignez que... Autrement dit, je crains rien. Je pense que nous sommes dans un défi national qui est qu'on n'imaginait pas il y a un an ou un an et demi. Attendez, c'est pas le problème de Macron, ça. Bon, mais c'est bien sûr qu'il y a une dimension macroniste. Il est président, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça, il aurait dû faire plus et mieux. Mais c'est dramatique la situation dans laquelle on est. Donc moi, je répète, démacroniser le problème. Macron, les Français choisiront pour stop ou encore. En gros, c'est ça la fameuse formule en 2022. Mais aujourd'hui, essayons de faire bloc. Moi, je dois dire que pour mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants, ils sont jeunes, mais je pense à eux, et je pense que beaucoup sont comme ça, c'est extrêmement angoissant. Allez, Régis, et après on ira au standard de Sud Radio. Je voudrais faire du en même temps. Moi aussi. Je vais rejoindre un tout petit peu Dominique sur le fait qu'on est confronté à quelque chose d'extraordinaire. C'est qui pas nous seulement dépasse, national, bien sûr. C'est planétaire. Donc, bon, les stratégies, il paraît que l'Asie s'en tire mieux. Je constate que dans tous les pays européens et en Occident, tout le monde a un peu la même façon de traiter la chose. On a rendu un arbitrage en faveur... c'est brutalement dit, en faveur des boomers, puisque les statistiques montrent très bien que c'est ma génération qui est la plus touchée par la maladie. Et donc, on a privilégié, finalement, la préservation de la vie de ce côté-là. Je parle des choix stratégiques, au détriment d'autres choses et dont on va avoir longtemps les séquelles. En revanche, c'est le problème de Macron. En quoi c'est le problème de Macron? C'est qu'on a vu, lors de la première phase, on a vu les défaillances de l'État. Et on a vu, et c'est un petit peu terrifiant, dans quel état était notre État. Et ça, je pense que c'est grave.
malheureusement, rappelez-vous les tests, les mensonges de Sibène Diaye, etc., ce côté improvisé, d'amateurisme assez considérable auquel on a été confronté. Et ensuite, le déconfinement, il semble, moi je ne veux pas trop m'avancer, je ne suis pas compétent, mais il semble quand même que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Et là, dans la façon de le gérer, on est confronté de nouveau, en termes de prévision, à des défaillances d'un État qui est particulier. Tout le système de la santé, la bureaucratie y est complètement hypertrophiée. J'ai appris que, en ce qui concernait la vaccination pour la grippe, il y avait des ruptures de stock, mais c'est invraisemblable. Je dis c'est invraisemblable que l'État s'en soit pas préoccupé en amont. Alors quand je dis que c'est le problème de Macron, c'est un peu facile de dire on verra ça et on tranchera en 2022. La démocratie représentative, c'est en continu. L'opposition s'exprime, etc. Et ceux qui sont au pouvoir doivent tenir compte de l'opinion des Français. Et quand je dis que c'est le problème de Macron, c'est pas seulement celui de Macron. Macron, il a hérité d'un État qui n'a pas contribué à essayer de rénover, qui est effectivement abîmé depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, on est confronté à cette donnée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'État que nécessite cette catastrophe qui était imprévisible, je ne sais pas, mais en tout cas qui est... la deuxième vague, peut-être qu'elle était un peu plus prévisible qu'on ne l'imagine, mais peut-être pas aussi violente. En tous les cas, c'est ce que laissent entendre certains. C'est effectivement la virulence du virus aujourd'hui sur toutes les strates de la société et dans tous les pays d'Europe, puisqu'effectivement, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous pour voir qu'on n'est pas les seuls au niveau européen à être dans cette situation. On a au 0826 300 300, je vais accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric, vous nous appelez de Boulogne-Billancourt. Frédéric, vous dites le reconfinement, c'est trop tard ? Je dis que maintenant, oui, c'est trop tard et qu'il n'y a pas d'autre solution que le reconfinement, et que peut-être ce reconfinement va se suivre par un troisième confinement, parce que je pense que les choses ont été prises très mal dès le départ. Mais par qui ? Par tout le monde. Écoutez, Dominique de Montvalon ne peut pas exonérer le sujet en disant qu'il faut démacroniser le débat. Il faut que Dominique de Montvalon accepte de regarder le système politique, comment il fonctionne. Il permet à un homme qui représente 20-25% du corps électoral d'être élu, et avec ce même corps électoral de 20-25%, aux législatives, de se retrouver avec un Parlement qui est monolithique. Alors donc, voilà, je dirais que ce système électoral, ce système politique n'est pas satisfaisant sur le plan démocratique, mais ceux qui sont au pouvoir actuellement, et puis les gouvernements précédents, s'en sont fort bien accommodés. Bon, ils s'en sont fort bien accommodés dans en temps de paix. Il faut qu'ils en prennent les responsabilités en temps de guerre. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Alors j'ajouterais par rapport au dernier intervenant rappelons-nous quand même qu'au déconfinement, Castex n'a absolument pas rendu obligatoire le port du masque dans les magasins. C'est en juillet, ça a été annoncé par le chef de l'État. C'est venu après. C'est venu après, C'est venu après. Alors que ça aurait dû l'être immédiatement. Absolument. L'affaire du télétravail, c'est quelque chose qui aurait même dû être imposé. Oui, je veux dire, peut-être que les entreprises aussi qui prétendent qu'ils ne veulent pas être en télétravail maintenant parce que c'est trop fatigant, c'est trop dur, et bien là, ils vont se retrouver chez eux pendant 6 semaines. Eh bien, on va voir ça, mais vous avez interpellé Dominique de Montvalon sur la question du rôle central du chef de l'État sur cette politique sanitaire. On va y revenir dans un instant. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On continue, vous nous appelez 0826 300 300. Ce reconfinement possible de la France pour 4 ou 6 semaines, ça dépend des informations qui nous parviennent, annoncées ce soir à 20h par Emmanuel Macron. Vous nous dites ce que vous en pensez, bien sûr. Vous venez débattre 0826 300 300. On s'arrête un instant, on revient juste après ça, tout de suite. Allez, on est ensemble jusqu'à midi pour parler des annonces que doit faire ce soir à 20h Emmanuel Macron, puisqu'il a réuni encore tous ses ministres ce matin. Il y a des arbitrages qui seront rendus donc sur un possible reconfinement, sans doute, dit-on, dès demain jeudi, pour 4 semaines. Alors, certains annoncent aussi un confinement entre guillemets light, c'est métro, boulot, dodo, enfin dans l'ordre que vous voulez, avec des écoles ou des collèges qui resteraient ouverts
ouverts, des magasins non essentiels qui fermeraient, des administrations qui pourraient elles aussi rester ouvertes. Alors tout ça, ça va être compliqué. Mais Dominique de Montvalon, vous vouliez réagir à... Non, enfin, je veux réagir, je ne veux pas réagir, mais répondre après Frédéric. Mais d'autant moins mobiliser le micro que je ne suis pas le porte-parole je suis journaliste politique, je ne suis pas le porte-parole. Non, mais la question... à mon âge, j'en ai vécu d'autres. Hein. Bon, la question... pas des épidémies comme ça. Je ne suis pas le porte-parole de Macron ou de son équipe. Mais la question, c'est la communication de cette crise. Je dirais deux mots. Un, par rapport à ce que disait Régis de Castelnau tout à l'heure, la situation nous permet, à mon avis, de vérifier que nous avons à la fois un État obèse et un État assez largement impuissant. C'est une donnée, si on accepte ce constat-là, c'est une donnée de fond qui doit conduire à des choix importants pour l'avenir. Il faut voir ce qui est obèse. Pardon ? Il faut voir ce qui est obèse. Je suis d'accord, Dominique. Obèse et impuissant. Bien entendu. Bien entendu, je le disais d'une formule. Où est l'obésité, hein ? Non, mais l'obésité, elle est, si vous me permettez, pour prendre l'exemple des hôpitaux, aujourd'hui, on manque de soignants et on a trop d'administratifs. Dans un hôpital français, aujourd'hui, on a 34% d'administratifs. Dans un hôpital allemand, on a 21% d'administratifs. Vous faites la... Mais vous savez bien que ça a été voulu pendant des années. On a mis les administratifs pour fermer les hôpitaux. Mais c'est une connerie. Pardon, excusez-moi de le dire comme ça. On est bien d'accord. Mais cette différence-là, 21%, 34%, c'est les 100 000 soignants qui nous manquent. Donc oui, État obèse, État impuissant, il y a dans le domaine de l'administratif, du juridique, du juridisme qui devient l'alibi de l'impuissance. Et nous sommes avocats tous les deux, donc c'est pas le droit en soi que j'attaque. Mais la protection à travers le juridique a paralysé une grande partie de l'action publique. Et il y a des secteurs où on n'est pas obèse, où il faut mettre plus de moyens. Je pense aux régaliens, je pense à la justice en particulier. On a une justice qui manque de magistrats, qui manque de greffiers, qui manque de moyens dans le pénitentiaire. Donc là, on a un vrai enjeu. Dominique, courte réponse. Oui, non, je voudrais juste ajouter autre chose, mais mon cas n'a aucune importance, mais dans le cadre du débat, je précise quand même. Évidemment, on est en démocratie, évidemment que Macron et son équipe rendront des comptes. Et que j'insiste à nouveau que le jour venu, je sais pas, c'est au plus tard en 2022 pour mettre les points sur les i. Et les Français seront à même d'apprécier, d'une part, s'ils disent stop ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'autre part, si une autre force, mais c'est très possible, ou plusieurs autres forces, proposent un projet qui leur paraît plus en adéquation. Il ne s'agit pas du tout de ma part, en parlant, je savais que je parlais de façon abrupte, de démacroniser l'actuel débat, il ne s'agit pas d'évacuer ses responsabilités. Ils sont au pouvoir. Ils font des erreurs, ils font des... Vous savez, Dominique, je crois que le rôle du chef, c'est que quand il y a une défaite, c'est toujours sur le chef que ça tombe. Non, mais attendez. Est-ce qu'on peut dire... Mais c'est vrai, mais est-ce qu'on peut dire que... Non, mais je vais le dire autrement. Moi, ce qui me frappe actuellement, et donc le chef rendra des comptes, le chef sera viré s'il doit être viré. Ok, tout ça, c'était évident, c'est la démocratie, et on y tient à la démocratie. Mais ce qui est aujourd'hui dans les têtes de beaucoup de Français, quand on entend parler des vacances de Noël, quand on a parlé de la suite et toutes les mesures, et avant qu'elles soient annoncées, et ce sera une première étape, c'est l'angoisse devant un virus qui a été sous-estimé, un virus qu'on ne contrôle pas, un virus dont on ne sait pas. Mais sous-estimé par qui ? Parce que... Pardon ? Sous-estimé par qui ? Par tout le monde. Je vais vous dire. Mais tout le monde. Moi, je veux dire par tout le monde. D'accord. Non, mais je ne mets pas sur... Attendez, n'essayez pas, pardonnez-moi, de me faire dire ce que je ne pense pas. Je ne mets pas sur le même plan ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, ceux qui sont aux commandes de l'exécutif et les opposants. Mais je vous réponds, ayant précisé ça, je vous réponds par tout le monde. J'ai en tête tant de débats depuis des semaines, mais ça ne justifie pas l'action ou l'inaction ou les erreurs du gouvernement actuel. Tant de débats où il vaut mieux ne pas faire une compilation de tout ce qu'on a entendu, à peu près les 3/4 de ceux qui sont intervenus. Médecins, spécialistes, experts, politologues, journalistes, j'en suis un, etc. Ce qui a été dit, c'est merveilleux de surréalisme, hélas. Mais est-ce que le danger, messieurs, c'est pas que finalement, quelles que soient les annonces faites pour tenter d'endiguer, il y a une forme de rejet global autour de tout ça c'est la clé possible, on l'a vu ailleurs. Georges. C'est un déficit de légitimité qui est considérable, et qui empêche une politique on a des sanitaire chefs qui ne sont pas crédibles et qui ne sont pas acceptés par ceux à qui ils donnent des ordres. C'est un vrai problème, ça.
C'est un vrai problème. On vous a pas entendu depuis longtemps sur ces questions-là. Non, mais c'est un vrai problème. On le voit en Italie, à Rome, à Naples, avec des affrontements, en Allemagne, et puis ça a commencé aux États-Unis avec une forte opposition à toutes mes mesures coercitives. Mais on l'a dit, et je pense que c'est peut-être l'élément positif de toute cette catastrophe, parce que c'est une catastrophe, effectivement, c'est terrible. Beaucoup de gens vont encore mourir. Quand les hôpitaux seront saturés à 100%, on le sait très bien. Les autres mais pas dans une crise politique, on est devant une catastrophe. On est devant une catastrophe. Mais peut-être que c'est un moment de césure historique qui va nous permettre de nous rendre compte qu'il y a une faute collective de la part de nos dirigeants, dont M. Macron n'est pas le seul responsable, bien évidemment, mais il est le parangon. Il est le paroxystique de ces politiques des 30 dernières années. Et aussi de la population qui a un peu succombé. Quelle est la faute Pardon, parce que je suis intéressé par votre analyse. La faute, c'est la destruction des capacités d'action de l'État réellement et l'abandon de toute politique de souveraineté qui a conduit à la destruction de nos services publics. Enfin, pas la destruction totale, mais en tout cas l'affaiblissement dont on voit les conséquences. Et donc, ce sera peut-être un moyen, non pas seulement de sanctionner Emmanuel Macron, mais de sanctionner ce passé-là. Parce que là, il n'y a pas de fin de l'histoire, comme certains l'ont cru. Par contre, il y a peut-être une fin de cette ère néolibérale et de l'hédonisme et de l'individualisme. Alors, vous m'amenez une réflexion. Vous m'amenez une réflexion, c'est que là, on parle déjà du monde d'après. Enfin, pendant le premier confinement, on parlait beaucoup du monde d'après, et là, on refait le monde d'avant, quand même, beaucoup. Oui, mais là, il y aura, je pense, un vrai monde d'après, et on peut tirer des exemples ailleurs. Je pense, par exemple, à un pays comme la Corée du Sud, qui a bien sûr une histoire différente, mais qui est comparable en termes économiques. C'est un pays d'une certaine manière, en tout cas en termes économiques, occidental. Or, qui tient beaucoup mieux, pour deux raisons. Parce qu'il a un État, alors qu'il est beaucoup plus petit que la France, en termes de taille de territoire et de population, mais qui a un État qui a à cœur d'abord l'intérêt des Coréens du Sud, qui a les moyens de son action, qui a des conglomérats, les chaebols qu'on avait en France avant, qui n'existent plus, qui leur permettent une action multiforme. Oui, après, ils sont un peu coincés dans la zone géographique où ils sont. Ils ont intérêt à s'autosuffire, je dirais. Oui, mais on devrait. Les crises vont arriver. Là, il n'y a pas de fin de l'histoire. Il y aura d'autres virus. Il y a des problèmes climatiques. On doit pouvoir, chacun doit pouvoir, dans sa maison, dans sa famille, dans son quartier, dans son pays, se débrouiller et ne pas compter sur on ne sait quoi. Mais l'autre chose, c'est que c'est un pays où il y a un peu moins de valeurs individualistes. Et quand les gens, on leur demande de porter des masques, ils portent des masques tout le temps et qui acceptent d'être confinés dans des hôpitaux, d'être tracés et qui acceptent d'être sans que ce soit nécessairement une dictature, mais c'est-à-dire que pour des raisons médicales, on peut accepter une contrainte sur soi pendant quelques mois. C'est la culture. Ça ira mieux pour tout le monde. Ça veut dire qu'on manque de culture du risque sanitaire en France. C'est la culture du collectif, si je veux. Collectif, hein. Manque de culture du collectif. Régis. Je voudrais faire une petite observation sur ce à quoi on est confronté. C'est un événement considérable. Sur la prévision, c'était sûrement très difficile. Regardez tout ce qu'on avait entendu sur l'Afrique, et la catastrophe ne s'est pas produite. Il y a un certain nombre d'explications que personne n'imaginait. Pourquoi est-ce que les pays occidentaux, qui sont ceux où l'espérance de vie avait le plus augmenté et qui payent le plus lourd tribut en termes de morts, enfin le plus lourd tribut, on est à effectivement 240 morts hier, ce qui est beaucoup trop. Je rappelle qu'il y a en France en moyenne 1700 morts par jour de morts naturelles. Donc je veux dire, la grippe de Hong Kong en 69 a été probablement plus létale. Pour autant, effectivement, c'est notre rapport à la mort qui a changé. Il y a des mutations anthropologiques qui ont eu lieu. Moi, ce que je constate, et je rejoins Georges, ce que je constate, c'est que l'État, entre guillemets, néolibéral, et qui est celui des pays de l'Union européenne, n'a pas été en capacité de bien répondre à ce formidable défi. C'est un constat d'échec, oui, global. Européen, il n'y a aucune réponse globale. Et qui devrait nous interpeller pour la suite, et puis j'espère que ce sera le cas, et pas seulement en 2022, mon cher Dominique, à bien remettre tout ça sur le métier. Est-ce qu'on est allé trop vite dans le déconfinement, mais la question surtout, est-ce que cette situation-là aujourd'hui va mettre à plat définitivement
une partie de notre économie. Jean-Louis ? Oui, je pense que c'est Est-ce que c'est là le vrai risque ? Parce que c'est le poids qui doit... Vous savez, on meurt c'est le sanitaire et l'économique. On meurt du Covid, on meurt aussi de solitude, et je pense à nos anciens dans les EHPAD, et on meurt de crise économique. Je pense en particulier aux indépendants, où j'assiste à cet effondrement où finalement les salariés ont été à peu près bien protégés à travers le chômage partiel, etc. Et le sont toujours plus ou moins. Et le sont toujours plus ou moins. En revanche, les indépendants, et qui ne sont pas que des indépendants aisés, je pense aux auto-entrepreneurs, vivent une descente aux enfers absolument catastrophique. Et de ce point de vue-là, l'enjeu du redémarrage de l'économie est vital. On est quand même obligé de se projeter dans le monde d'après, même si aujourd'hui on a le nez dedans, et il faut tout faire pour réinjecter. Je ne suis pas un grand keynésien, mais là on a besoin d'injection de moyens contracycliques pour arriver à faire repartir la machine, et en ayant au cœur, et là vous allez applaudir une deuxième fois, en ayant au cœur cette idée de souveraineté. C'est qu'on a vu qu'on ne pouvait pas déléguer la totalité de nos approvisionnements à l'étranger. On a besoin de faire une révision qui soit à la fois française et européenne, et qu'on distingue clairement ce qui doit rester ou redevenir français, ce qui peut être au niveau européen et ce qui peut être dans le commerce mondial. C'est le véritable enjeu des 10 prochaines années. Retrouver la notion de souveraineté, qui ne veut pas dire nécessairement protectionniste, mais qui veut dire il y a des secteurs, on l'a vu avec... un peu quand même, sinon... Mais il en faut... Non, mais on va pas repartir sur... Non, mais en tout cas, à défaut de protectionnisme, il faut éviter... Non, mais éviter la naïveté. Éviter la naïveté. Nos amis américains sont extrêmement protectionnistes en ayant qu'un discours libre-échangiste. Les Chinois, c'est la même chose. Donc, ayons une logique de puissance. Nous sommes des puissances qui parlons à d'autres puissances. Allez, on marque une courte pause dans ce débat, et dernière ligne droite jusqu'à midi, ce reconfinement. Est-ce qu'un aveu d'échec, catastrophe pour l'économie, si effectivement c'est ce qui est annoncé? Est-ce qu'il faut aussi laisser une partie des écoles, des administrations ouvertes? Quelle solution s'offre ce soir au chef de l'État? On en parle, et aussi avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Réagissez maintenant. Sud Radio 0800. Débat autour des annonces ce soir d'Emmanuel Macron à 20h, et on en parlera d'ailleurs sur Sud Radio. Vous pourrez les suivre avec derrière une émission spéciale pour commenter les annonces du président de la République, avec une situation sanitaire donc qui s'est fortement dégradée en quelques jours. C'est ça la surprise aussi, c'est qu'en quelques jours on a senti effectivement que les chiffres devenaient affolants dans les hôpitaux, et les médecins étaient eux-mêmes surpris. Alors on parle d'un reconfinement, sans doute. C'est ce qui circule à partir de annoncé pour demain soir, une tolérance aussi pour les retours de vacances de la Toussaint, en sachant qu'il y a 15 jours on incitait les Français à partir en vacances de la Toussaint pour sauver le secteur du tourisme. Alors est-ce que toutes ces annonces contradictoires vont être bien perçues, notamment ce soir, si on annonce que les écoles, elles, resteront ouvertes? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut laisser les écoles, les collèges et les lycées ouverts pendant une période de reconfinement partiel? Écoutez, il suffit de patienter quelques heures, ou en tout cas jusqu'à demain, les précisions qu'apportera Jean Castex devant les élus. Pour en savoir plus, c'est difficile. Quel sens serait de s'avancer? D'abord, dans les spéculations, alors je vais vite fermer la parenthèse, spéculation pour spéculation, attendant de voir, mais on a laissé entendre que peut-être les collèges et les lycées et au-delà seraient fermés, et que les petites classes resteraient entières. Écoutez, ce qui, moi, me frappe, c'est que l'économie, la santé des Français est en danger, qu'on manque de médecins. Ça renvoie à une époque pas si lointaine où il y avait un numerus clausus, n'oublions pas. Bien sûr. Alors que des tas de gens avaient envie, de jeunes formés avaient envie de devenir médecins. Je pense qu'aujourd'hui, on voit, j'arrête vite, mais que la complémentarité et la collaboration entre hôpital public et hôpital privé et hôpitaux privés, ça laisse, je vais être modéré, largement à désirer. Bon. Et il y a ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment, c'est dramatique. D'abord, il y a, alors deux dernières choses. Il y a l'état de l'économie française. C'est la santé et l'économie. Je ne sais pas si on appelle ça en même temps, peu importe, mais c'est pas le problème. On ne peut pas oublier ça, on risque gros. Si on restait en bonne santé et que l'économie se serait effondrée entre-temps, qu'est-ce qui se passerait? Je voudrais ajouter un dernier élément juste d'une phrase. Il faut aussi tout faire. C'est pas facile, j'ai pas la solution, mais c'est pas moi qui suis en charge. Tout faire pour préserver le moral des Français. Il faut mesurer
ce que représente déjà le poids des derniers mois sur beaucoup de Français qui ne sont pas dans des maisons à la campagne au bord de la mer avec des grands jardins et des choses comme ça. Il y a aussi les questions économiques. Mais il y a ce risque-là qui est visiblement dans les arbitrages. Les Français souffrent. Ouais, les Français souffrent et ils ont une capacité de résistance à de nouvelles injonctions qui s'est affaiblie forcément. Alors on va Georges, et puis on va prendre aussi Patricia qui nous attend au 0826 300 300. Patricia, bonjour Patricia. Bonjour. Vous appelez des Pyrénées-Atlantiques. De quel endroit dans les Pyrénées-Atlantiques? D'Oloron-Sainte-Marie. d'Oloron, très bien. Vous êtes prête à un reconfinement, vous? Moi, tout à fait. Enfin, avec mon époux, on a 62 et 64 ans. J'ai entendu la réaction d'un auditeur ce matin qui ne voulait pas se reconfiner. Nous, on a 4 enfants qui sont en activité professionnelle. Je souhaite qu'ils gardent leur activité professionnelle. Et ça va de soi que si on me demande de me reconfiner pendant 4 semaines, 6 semaines pour que mes enfants gardent leur emploi, c'est évident. Voilà. Je veux dire, les milliards qui sont dépensés aujourd'hui par rapport à ce reconfinement, je veux dire, la facture à payer, ce sera pour la génération à venir, pas pour nous. Oui. Et vos enfants sont inquiets pour leur situation professionnelle en particulier en ce moment? J'allais dire, ils sont dans des secteurs d'activité différents. J'ai ma fille qui travaille dans un hôpital, donc ça peut être aussi compliqué. Dans le bâtiment, tout autant. Dans le commerce, je veux dire, ils sont dans des secteurs un peu différents, mais bon, ils se posent des questions. Mais moi, je me pose surtout des questions par rapport à tout l'argent qui est dépensé aujourd'hui. Et la facture à payer, elle n'est pas pour maintenant, elle va être pour dans 5 ans, 10 ans. Et là, je ne sais plus si je serai là. Mais j'ai une petite fille et la facture, elle sera pour elle. Merci Patricia pour ce témoignage. Georges, vous allez réagir. Ouais. Oui, ce que dit Patricia est très important sur la facture à payer. Et ça nous dit la situation difficile dans laquelle est le gouvernement. On l'a critiqué, on a dit qu'il est l'héritier de politiques néolibérales. Maintenant, il doit faire face et je pense qu'ils essayent évidemment de faire face au mieux en étant très brouillons, en communiquant de travers, c'est certain, mais ils essayent de faire face et ils doivent faire rentrer des carrés dans des cercles et c'est très compliqué parce qu'il faut en même temps éviter que ce ne soit un total désastre sanitaire. Et ça va l'être, puisque la première vague, rappelons-le, c'était mars, avril, mai, donc c'est le printemps qui arrive. Là, on va tomber au moment où arrivent les grippes, les pneumonies et toutes les autres maladies. Donc tout ça va s'additionner. Et donc c'est un effet démultiplicateur assez catastrophique, puisque les gens ne sont pas dehors. Le printemps, on est dehors. L'hiver, on est plus à la maison. Enfin bon, bref, c'est fermé, il fait chaud. On met le chauffage, donc il y a beaucoup plus de risques de contamination. Mais en même temps, on ne peut pas effondrer définitivement l'économie. Actuellement, on est déjà à un effondrement de 15% du PIB, ce qui est à peu près peu de choses près, ce que dit monsieur l'économiste Sapir, monsieur Sapir, on est au niveau de la récession des années 30, dont on connaît toutes les conséquences politiques, sociales et économiques. On va avoir 2 millions de chômeurs en 2022, ce qui va faire une élection présidentielle, je pense, très rock'n'roll, vu qu'il y a déjà eu les gilets jaunes avant cette crise. Le gouvernement, je pense, essaie de faire au mieux dans ce contexte. Et peut-être que là, on doit avoir à nouveau l'esprit du collectif et tenir bon le plus possible. Il est évident que dans ce contexte, compte tenu de ces 2 éléments, la variable, la meilleure, c'est de ne pas s'amuser, de ne pas avoir de week-end, de moins se voir, mais de continuer à travailler. Oui. D'où le fait que, à la fin, je pense que les lycées et les collèges fermeront parce qu'on se dira que des enfants de 12, 13, 14, 15 ans en moyenne peuvent se débrouiller à la maison en attendant les parents qui leur préparent un truc pour midi. Alors que les enfants du primaire, si vous en avez, ou encore plus des bébés ou des enfants qui sont en crèche, si vous les avez dans les pattes, vous ne pouvez pas travailler en télétravail. Après, le télétravail ne concerne pas tous les pans de la société. Bien évidemment, et de l'économie. Ça en concerne une partie. Oui. Mais imaginez que vous êtes un ouvrier d'industrie, une ouvrière dans le bâtiment, ou dans le bâtiment. Si vous avez l'enfant à la maison, vous avez commencé au chantier ou à l'usine. C'est pas possible. Voilà, donc c'est une situation très compliquée et il faut qu'on soit solidaire. Mais là, on a la question de la relance après. Et de la relance qui est faite en ce moment. Et c'est là qu'est la faute du gouvernement par rapport à ce que disait Patricia. On a un plan de relance européen qui est une farce, qui est de 750 milliards. Là, aux États-Unis, une économie avec une population, une économie de taille comparable à celle de l'Europe, sont à 5 000 milliards de dollars de relance. Alors, vous voyez le différentiel, c'est 8 fois. 7 fois.
plus chez eux. Et nous avons un gouvernement là qui vient de s'engager à payer pour des pays dits frugaux, c'est-à-dire des fraudeurs fiscaux qui prennent nos entreprises parce qu'on y paye moins d'impôts, je pense aux Pays-Bas. On va prendre sur notre dos, donc sur le dos des Français, 700 millions de dégrèvements de contributions au budget de l'UE de ces pays-là. On vient de voter à l'Assemblée nationale une hausse de 25% du budget de la France. Rapidement, Georges. Parce que... Non, mais ça veut dire qu'on va donner tous les ans 10 milliards. Et pour ça, on a dit qu'on a obtenu un prêt de 40 milliards. Mais comme il est adossé au budget des États, la France contribue en 17%, on va rembourser 66 milliards. 66 milliards moins 40, on est déficitaire de 26. Donc après, ce gouvernement... Plus, hein. Franchement, après, les milliards s'additionnent. Mais c'est génial, mais ce gouvernement, il renvoie ça à 2027. Si éventuellement Macron est réélu, ça sera au-delà de son deuxième mandat. Ne démoralisez pas davantage les auditeurs de Sud Radio. Et je termine pour... On a déjà pris Je termine pour Patricia. Très vite, la grandeur, les grands dirigeants de France, des rois, en passant par des révolutionnaires ou De Gaulle, ou le bon roi Sully, a été de faire un audit de la dette et de faire un défaut sur toute ou partie de la dette. Et c'est ce qu'on devra faire. Et comme d'autres pays seront dans la même situation, on devra le faire pour tous se relancer. Alors Régis, pour on n'aura pas tout à payer. Je partage pas mal des analyses de Georges. Simplement, ce que je constate, moi, je veux dire, avec cette question du confinement, et je reviens sur ce que disait Patricia, effectivement, je suis un peu plus âgé qu'elle. Il y a un livre qui vient de sortir sur les boomers. Je pense qu'on a été une des générations les plus gâtées de l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots. On a eu tout ce que l'on sait. La croissance économique, on a eu c'était donc tout ça. Révolution des mœurs, etc. Et aujourd'hui, on est en train de sacrifier en partie la jeunesse, en partie les gens qui continuent à travailler pour préserver, puisque c'est le plus lourd tribut en termes de létalité, c'est cette génération qui le subit. Eh bien, je constate que effectivement, tout ça, c'est pour la préserver encore une fois. Je le dis avec un petit peu d'humour, mais je suis quand même en partie sérieux. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez terrible. J'ai pas mal d'enfants et petits-enfants. Et le confinement, il est surtout pour les boomers et les jeunes. Je dois dire, moi, je ne travaille pas autrement qu'à distance pour faire des choses, mais je suis avocat honoraire, donc retraité. C'est plus effectivement confortable. J'ai été surpris par le premier confinement en Provence, où je suis d'ailleurs resté. Je veux dire, effectivement, c'est tout confort. Ce qu'on va imposer aux gens, c'est-à-dire on va les mettre en prison. On va les mettre en prison. Je suis tout à fait désolé. Alors ce sera aménagé puisqu'ils n'iront dans leur cellule que le soir. Et on leur impose également une angoisse tout à fait considérable. Moi, je trouve ça assez terrible ce qui nous arrive. Allez, on va un mot pour conclure, mais vraiment un mot. Oui, simplement, on est vraiment face à une tragédie, et je crois qu'on doit tous se dire aujourd'hui, chacun est seul responsable de tous, et finalement, c'est notre devoir à chacun de s'engager pour ça. Allez, merci à tous. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est l'esprit français, les mousquetaires. Allez, la réponse ce soir à 20h, l'allocution d'Emmanuel Macron, et elle sera à suivre sur Sud Radio, débat aussi derrière sur l'antenne de Sud Radio. On y reviendra certainement, même sûrement demain pour ce débat 0826 300 300 qui continue dans un instant. Vous allez retrouver à la place d'André Berkoff, c'est Philippe David juste après l'info de midi. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.